En tant que président de commission administrative dans les années 80, on voyait les situations remonter un petit peu à travers les présidents de comités régionaux et en même temps on voyait toute la difficulté qu'il y avait avec les personnes vivant dans les régions à reconnaître, à identifier ce qui était en train d'arriver. Les contaminations ont commencé en 1983 et la fin de l'affaire du sang contaminé s'est terminée en 2003. C'est-à-dire qu'il a fallu 20 ans pour régler cette affaire sur le plan judiciaire. Au-delà des phases, puisqu'il y a plusieurs tribunaux qui se sont succédés, tribunal correctionnel, la cour d'appel, à 2 reprises, la cour de cassation à 2 reprises et la cour de justice de la République. Au-delà de ça, ça a provoqué un véritable tremblement de terre à l'AFH. Moi, je pense à beaucoup de personnes, souvent des hémophiles jeunes adultes, qui avaient réussi à surmonter les obstacles liés à l'hémophilie eux-mêmes, qui commençaient une vie de famille, qui en gros avaient franchi une première barrière et qui ont été anéantis. Ce sont des populations qui ont été exterminés. Donc j'ai beaucoup d'amis, des gens que je rencontrais par des groupes de travail qui sont morts, des amis avec lesquels on avait fait un questionnaire sur l'insertion socio-professionnelle des hémophiles au début des années 80. Vous imaginez un questionnaire sur l'insertion professionnelle des hémophiles au début des années 80, et quelques années plus tard, beaucoup de ceux qui ont répondu à ce questionnaire, qui étaient les personnes certainement parmi les actives, quelques 300 ou 400 réponses que nous avons eues, je pense que beaucoup sont morts. L'association, qui était elle-même très très secouée et contestée dans ses fondements même par le fait qu'elle n'avait pas pu empêcher la catastrophe, elle est évidemment aussi gardienne de cette histoire, ce qui fait que maintenant encore, nous sommes très vigilants. Mes successeurs sont très vigilants sur tout ce qui pourrait conduire au même drame. Un ressenti très fort de réformer l'AFH, de réformer ses priorités pour qu'elle soit extrêmement vigilante, pour qu'elle informe. Et ça a été tout l'enjeu de cette période qui a commencé au début des procès, c'est-à-dire vers 1992 jusqu'à la fin des années 2000. C'est vrai que l'AFH avait essayé, on va dire, de continuer à travailler de la même manière que ce qu'elle avait fait jusqu'alors depuis sa création en 1955, c'est-à-dire en renouvelant systématiquement sa confiance à l'égard des médecins de l'hémophilie et de la médecine de la transfusion française dans son ensemble. À partir de 91-92, tout ça s'écroule complètement sous l'effet des révélations publiques sur la scène judiciaire et médiatique. Et du coup, l'AFH est obligée de réviser complètement son rapport à ses médecins et de manière plus générale à la médecine. L'AFH était, jusqu'à ce moment, dirigée par un tout petit nombre de personnes qui étaient là depuis toujours, qui continuaient d'être là. Et avec Patrick Vallet, qui était le président à l'époque, et j'en étais le président, on a décidé de démocratiser l'AFH, c'est-à-dire que tous les présidents des comités régionaux devenaient administrateurs et devaient pouvoir avoir les informations, le droit de décider
et faire partie donc du conseil d'administration. On a un principe de circulation, de discussion et de débat interne qui devient beaucoup plus efficient et qui va régler un petit peu la vie associative au lieu de ce processus de délégation, de s'en remettre à ceux qui étaient censés bien connaître les besoins de l'hémophilie. Je préférais des hémophiles inquiets plutôt que des hémophiles contaminés. Il fallait que les personnes, que les patients hémophiles connaissent les risques et puissent les gérer. Je faisais confiance, l'AFH faisait confiance en l'intelligence des patients. Avant d'avoir une démonstration scientifique de la dangerosité avérée, il faut agir sur le plan de la santé publique pour éviter que potentiellement des populations entières soient ensuite elles-mêmes touchées. Scientifiquement, c'est une vraie bascule dans le rapport au risque, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime de prévention à un principe de précaution. Le drame du sang contaminé, qui ne concerne pas que les hémophiles, qui concerne donc les personnes ayant reçu aussi des produits labiles, que ce drame a clairement mis en évidence la nécessité d'une véritable maîtrise et une conduite des enjeux de la santé publique. Je pense que les politiques peuvent avoir à l'esprit, et il faut le rappeler sans cesse, que des décisions administratives ou politiques peuvent véritablement avoir des enjeux de vie ou de mort pour les patients.